Et nous revoilà en direct dans ce live métier. Donc, c'est bon, là, on est à la fin de la semaine. Vous connaissez le numéro. Donc, on va faire une interview avec une professionnelle pour mieux comprendre ce qu'elle fait au quotidien. Je vous invite à commenter un maximum. Merci beaucoup pour toutes les personnes. Là, je vois, il y a beaucoup de commentaires qui arrivent, qui disent justement, qui vont faire plein de commentaires. Donc, ça fait super plaisir. On est déjà à près de 1600 questions. Je trouve ça juste fou. Et vraiment super bien pour la dernière journée. Vraiment, vous nous régalez. Donc, merci encore à tous pour vos participations. Alors, dans ce live métier, on va tout de suite voir ce qu'on va pouvoir observer. Donc, on a le sommaire qui s'affiche. On va voir en quoi consiste le métier de notre intervenante, son cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, son parcours, ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime un peu moins. Et on terminera avec le cliché et les anecdotes. J'espère que vous êtes tout aussi impatients que moi de rencontrer Sarah qui vient de nous rejoindre. Bonjour Sarah, comment est-ce que tu vas? Bonjour, merci. Merci beaucoup d'être avec nous et de bien vouloir nous en dire un peu plus sur ton métier. Déjà, pour commencer, est-ce que c'est possible d'avoir l'intitulé de ton métier? Oui, alors l'intitulé, c'est ingénieur de recherche. Là, c'est un métier qu'on fait avec une spécialité. Donc aujourd'hui, je vais présenter le métier d'ingénieur de recherche, mais dans ma spécialité. Donc c'est un métier qu'on peut exercer avec un bac+8. Donc il faut être docteur pour faire ce métier. Donc ça peut paraître un peu long, mais quand on est passionné par un domaine, donc ça passe très vite. Donc c'est pour ça que j'ai dit que il y a différentes spécialités. Donc, si vous êtes passionné par un domaine, donc il faut faire ce métier-là dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas choisir un métier, un domaine qu'on n'aime pas parce que ça va être long. Donc, bac+8, voilà. Bien sûr, j'imagine. Et justement, est-ce que tu as un petit conseil pour les études? Parce que c'est vrai que quand on est jeune, et surtout quand on est en seconde, on se dit, wow, 8 ans d'études encore, ça paraît très très long, ça paraît très très difficile. Est-ce que, comment toi tu les as ressentis ces années d'études? Est-ce que c'était vraiment long, laborieux, ou est-ce qu'au final, tu les as perçus d'une autre manière et c'est passé vite? Alors, ça passe vite parce qu'on n'est pas que étudiant. Donc, jusqu'à bac+5, donc lorsqu'on termine le master ou bien ingénieur et qu'on décide de faire une thèse, donc on passe au statut salarié. Donc, on n'est pas juste étudiant, on est étudiant et salarié. Donc, on a un salaire et donc, ce n'est pas juste de l'étude. On a un projet, on travaille comme une personne qui travaille. Voilà. Mais ça permet d'avoir, au bout de 3 ans, un diplôme. C'est pour ça, donc, on a les deux statuts et donc, on ne le sent pas. Et après, ces 3 ans-là, on peut les vendre aussi comme une expérience. Donc, même si c'est de l'étude, mais aussi c'est du travail. D'accord. Merci. Au moins, ça nous fait un peu moins peur. Et Voilà. donc, tu es basée où en France, toi? Je suis à Toulouse et Ok. je travaille à la Beige. Donc, c'est à côté de Toulouse, pas loin. Voilà. D'accord. Bon, on a pas mal d'élèves aussi en Occitanie, donc j'en profite pour leur faire une dédicace. De là, on est en plein dans l'Occitanie. D'ailleurs, il doit faire chaud à Toulouse, là, non? Oui. Ouais, il fait très chaud. L'après-midi, ouais, ça monte. Ok. Donc, tu travailles pour Berger Levrault, c'est le nom de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait là-bas? Alors, Berger Levrault, je fais une petite introduction. Donc, c'est une entreprise française qui est présente dans plusieurs pays, comme la France, le Canada, l'Espagne, le Maroc et d'autres. Et l'activité principale, c'est la création de logiciels. Donc, on crée des logiciels pour des organisations pour faciliter leur travail, comme les mairies, les hôpitaux, les écoles et puis les entreprises. Voilà. Et moi, je travaille dans un service qu'on appelle la direction de la recherche et de l'innovation technologique. On est une grande équipe sur plusieurs sites en France, donc pas juste à Toulouse. Je travaille avec des personnes à Montpellier, à Lyon, à Paris, donc, et d'autres sites, voilà. Et on n'est pas que ingénieurs de recherche, donc c'est principalement des ingénieurs de recherche, mais il y a d'autres personnes avec nous. Et notre rôle, c'est d'imaginer les solutions de demain, et puis les mettre en œuvre, les réaliser aussi. C'est pas juste les imaginer, voilà. D'accord, donc l'émission de demain dont tu nous parles, comme ça on va un petit peu avoir une idée aussi. Tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir voir ensemble pour essayer de se plonger un peu dans ton univers. Donc quel type de mission tu parles en fait? Qu'est-ce que vous allez mettre en place chez Berger Levrault? À quel niveau toi tu vas travailler dans la recherche? Alors moi, je suis spécialiste en optimisation.
Donc, avant d'arriver aux missions, donc je définis un peu ce que c'est l'optimisation. Donc, c'est une branche entre les maths, l'informatique et l'ingénierie. Donc, l'objectif, c'est de résoudre des problèmes complexes, d'aider les humains à trouver une solution d'une manière intelligente et rapide. Et alors, des exemples de problèmes d'optimisation, on peut imaginer par exemple qu'on a, là l'été s'approche, donc c'est les vacances, on a une valise, donc il ne faut pas dépasser 10 kilos par exemple, et on cherche à mettre le maximum d'affaires dans cette valise. Donc ça, c'est un problème d'optimisation. Donc c'est mettre le maximum d'affaires de manière à ne pas dépasser le maximum. Donc, il y a tas de problèmes d'optimisation. Et chez Berger-Legros, moi, je suis spécialiste en planification et de routage. Donc, je travaille sur des logiciels qui permettent de faire la planification d'une manière intelligente et rapide dans différents contextes, dans la santé, par exemple, planifier les séances de soins, ou bien dans les entreprises, affecter les tâches aux machines d'une manière intelligente. Et bien, le portage de repas aussi, on fait un logiciel qui permet d'optimiser le chemin le plus court pour livrer le repas aux clients. Okay. Donc ça, c'est en gros ce que je fais. Et après, je ne travaille pas toute seule. Donc, mon métier, c'est d'abord un travail collaboratif. Donc, je travaille avec d'autres ingénieurs de recherche. Donc, chacun a sa spécialité parce que le logiciel, il fait l'optimisation, mais il y a d'autres choses pour monter le logiciel. Donc, il nous faut des personnes spécialisées dans le génie logiciel, dans le routage, parce on optimise les chemins, donc les déplacements. Donc, il faut un ingénieur de recherche dans la géolocalisation, il faut des développeurs pour programmer. Donc, c'est un travail collaboratif. Okay. Et ma mission principale, c'est de travailler avec les clients. Donc, je passe beaucoup de temps avec les clients pour analyser leurs besoins. Donc, je commence avec, bien sûr, les directeurs, etc. Et après, je finis avec les personnes de terrain, avec les planificateurs, les personnes qui utilisent les logiciels qu'on développe. Et donc là, c'est très important parce qu'il y a un côté concret. Donc, on comprend exactement ce qu'ils ont besoin et on développe en fonction de ce qu'ils demandent. Donc, je prends ces besoins-là avec un langage courant, avec des phrases, etc. Et après, il faut traduire tout ça mathématiquement. Donc, ce que vous voyez là, donc, il ne faut pas être génie en maths pour le faire. Donc, il faut les bases, donc ce qu'on apprend au lycée et les premières années à l'université ou en classe prépa. Et justement, je te coupe parce que c'était une question dans le chat qui est arrivée de Alia qui te demande est-ce que ça demande d'avoir un très, très, très bon niveau en maths ou est-ce qu'on peut quand même se débrouiller? On peut se débrouiller. Donc, moi, je n'étais pas génie maths, donc j'avoue que après, on va arriver pour parler de mon parcours, mais je venais d'une formation polyvalente et après, j'ai décidé de me spécialiser dans l'optimisation. Et quand j'ai fait le master, donc, au début, c'était vraiment très dur pour moi parce que j'avais pas une formation très poussée en maths, mais après, j'ai pu me débrouiller. Et donc là, je suis spécialiste dans ce domaine d'optimisation. Ok, il y a Nina aussi qui te demande, parce que c'est vrai qu'en début de semaine, on a déjà rencontré une de tes collègues, du coup, qui s'appelle Elisa, qui est Scrum Master. Est-ce que ça t'arrive de travailler avec elle ou pas? Alors, non, je ne travaille pas directement avec elle, mais je travaille avec son équipe. Mais pas moi forcément, donc c'est mes collègues qui travaillent avec ses collègues. Donc, parce que le logiciel, donc il faut un service qui maintient le logiciel, etc. Donc, oui, on travaille en collaboration, mais je ne travaille pas directement avec Elisa. Ok, et il y a Léa qui te demande quelles sont les qualités et compétences requises dans le métier selon vous? Alors, les qualités, là, elle veut dire les qualités personnelles? Oui. Ça dépend. Il faut la créativité, donc, parce qu'on imagine des solutions de demain. Il faut la curiosité pour aller chercher dans les articles scientifiques, parce qu'on lit beaucoup d'articles scientifiques pour savoir ce que font d'autres personnes à l'échelle mondiale, etc. Il faut aussi de la rigueur. Donc, parce qu'on rédige des articles scientifiques, on présente nos travaux dans des conférences internationales. Donc moi, je vois les principaux, voilà, donc la curiosité, la créativité et la rigueur. Ok. Il y a Lynn aussi qui te demande quels sont vos horaires? Alors, les horaires, les horaires, voilà, donc si je peux les fixer 8h, 17h, mais après, on est très flexible à l'entreprise. Donc, si j'arrive à 9h, partir plus tard,
etc. Donc, je peux compenser le lendemain, etc. Donc, je ne travaille pas à l'heure exacte. Mais les horaires, il faut les respecter. Mais si on a un empêchement, quelque chose comme ça, donc on peut faire comment. Rattraper. Ok, très bien. Et merci. il y a autre chose, c'est que je fais beaucoup de télétravail. Donc là, je fais uniquement 2 jours sur site. Donc 3 jours de semaine, je travaille chez moi. Donc voilà. Très bien. Bon, alors une dernière question. Mais je trouvais ça intéressant. Il y a Abdallah qui te demande tous vos collègues sont-ils français ou bien vous pouvez collaborer avec des ingénieurs extérieurs au pays? Alors, déjà dans l'équipe, on n'est pas que des Français. Donc moi, je suis d'origine marocaine et on a beaucoup de nationalités dans l'équipe. Et à Berger-Levrault, donc comme j'ai dit, Berger-Levrault, c'est une entreprise sur plusieurs pays. Donc, on travaille avec des personnes au Canada. Il y a des développeurs aussi au Maroc. Donc, on travaille avec des personnes en Espagne aussi, dans d'autres pays. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Merci. Je te laisse un peu reprendre les photos parce que je t'ai fait un petit peu partir à droite à gauche, mais on va se recentrer sur les photos. Donc, j'ai dit je collabore beaucoup avec les clients, donc avec l'équipe aussi. J'échange beaucoup avec les clients et en fonction des besoins. Donc, je traduis tout ça mathématiquement et après, il faut passer à l'étape de développement. Donc, c'est là où on utilise l'informatique et l'intelligence artificielle. Parce que cette étape de passage en maths, c'est juste de traduire le problème mathématiquement, mais on ne le résout pas. Donc, pour le résoudre, il faut utiliser des algorithmes poussés d'intelligence artificielle. Donc, soit on programme ces algorithmes-là, on les code, etc., soit on utilise des solvers qui existent déjà pour résoudre le problème mathématique. Et après, il y a la dernière phase, c'est qu'il faut présenter les solutions qu'on obtient mathématiquement et les vulgariser parce qu'on ne va pas parler avec un client en utilisant un langage de maths, etc. Donc, il faut l'expliquer avec le langage métier que comprend le client. Donc, on valide avec le client si la solution est validée, c'est bon, on est arrivé à une phase finale où le logiciel est prêt. Mais généralement, on n'arrive pas à cette étape rapidement. Donc, il y a plusieurs échanges à chaque fois avec le client. On améliore, il faut ajouter cela, jusqu'à ce qu'on arrive à ce que le logiciel est vraiment prêt à utiliser. Ok, donc là, quand tu fais des présentations, c'est un petit peu comme sur l'image. Donc, est-ce que c'est stressant? Est-ce que c'est un moment un peu stressant ou au contraire, c'est un moment où on est trop content parce que c'est un peu la fin? Alors, c'est pas stressant parce que c'est un métier c'est quelque chose que je fais toujours. Donc, je fais des démonstrations tout le temps. Donc, ça devient une habitude pour moi. Donc, je stresse pas pour faire les démonstrations aux clients. Parce que quand j'arrive à l'atelier, j'arrive avec des solutions. Donc, je ne fais pas de démonstration sans avoir de solution. Donc, c'est pour ça, là, il y a une étape où je suis déjà soulagée pour… C'est ça, ouais. C'est que du plus, quoi. Oui, voilà. Il y a Enzo qui te demande, est-ce que ça recrute en tant qu'ingénieur de recherche? Ça recrute, oui. Donc, après, on peut choisir. Donc, ingénieur de recherche, on peut soit travailler dans le monde académique ou bien dans le monde industriel comme ce que je fais. Et oui, ça recrute. Donc, on est beaucoup d'ingénieurs de recherche à Berger-Levrault. Ok, trop bien. Génial. Écoute, pour essayer d'encore mieux comprendre, on va prendre un cas concret. Donc, dans le cas concret, tu as dit l'émission, analyser les besoins, développement de la solution logicielle pour répondre aux besoins du client et les problèmes, besoins non réalistes. Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous donner une idée, un exemple de besoins non réalistes qui ont été donnés par des clients? Alors, oui. Donc, parmi les choses… c'est des situations délicates. Parfois, on reçoit des problèmes qui sont pas réalistes par les clients. Donc là, je peux donner un exemple tout bête. Donc, un client, par exemple, peut nous demander de planifier 10 tâches par jour, de 30 minutes. Donc, ça fait 5 heures au total. Et en même temps, il va nous dire, faut pas dépasser 4 heures. Donc, mathématiquement, c'est pas logique. Donc, on peut pas planifier 5 heures et en même temps, ne pas dépasser 4 heures. Donc, mon rôle, c'est de repérer ces incohérences-là, de les expliquer aux clients avec bienveillance et après de proposer des alternatives. Donc, pour cet exemple très simplifié, je vais dire il faut mettre moins de tâches ou bien il faut que l'intervenant travaille plus, etc. Et ça arrive souvent?
que ce soit, pardon, excuse-moi, je t'ai Oui, coupé la parole. Je veux dire, est-ce que ça t'arrive souvent qu'il y ait des besoins non réalistes? Enfin, oui. que oui? Oui, parce que les clients, alors pour eux, c'est évident, ils connaissent leurs contraintes une par une, mais ils ne réalisent pas que lorsqu'on les met ensemble, ils se contredisent, etc. Donc, et c'est ça mon rôle, c'est de trouver les bons compromis, de leur expliquer, voilà, etc. Et proposer une solution euh, qui les convient. Bien sûr. Pour Et, la suite. et il y a d'autres problèmes aussi, c'est que parfois, parce que comme j'ai dit, on travaille sur des logiciels. Donc, une fois qu'on arrive à une étape où le logiciel est terminé, il est passé en prod, ça veut dire que c'est bon, là, il va être commercialisé. Mais pour moi, dans mon service, donc je continue à être en contact avec les clients et le client continue à me demander de nouvelles fonctionnalités, mais moi, je sais que le logiciel est terminé et que je ne peux pas ajouter d'autres fonctionnalités. Donc là, c'est un souci. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, que le client m'a demandé une fonctionnalité et que je sais que je ne peux pas l'ajouter. Et le défi, c'est de faire avec ce que j'ai. Donc, de ne rien ajouter, mais de changer les paramètres, jouer sur les algorithmes et puis proposer la solution que le client cherche. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a justement des questions qui sont assez intéressantes dans le chat. J'ai vu passer notamment... ah oui, Wesley qui te demande, est-ce que vous avez déjà fait des conférences à l'étranger? Oui, en fait, ça fait partie de mes missions. Donc, c'est de faire des conférences. Donc, toutes les nouveautés qu'on fait à Berger-Leroux, tous nos travaux, donc parce que c'est des choses qui apportent quelque chose à la communauté scientifique, c'est de nouvelles idées. Donc, c'est vrai qu'on travaille pour le côté industriel, donc c'est des logiciels, mais on est aussi des chercheurs. Donc, il faut rédiger des articles scientifiques. Soit on les publie dans des journaux, soit dans des conférences internationales. Et pour que l'article soit publié dans la conférence, il faut aller présenter. Donc, bien sûr, et on fait une conférence minimum dans l'année. Donc là, par exemple, il y a mon collègue qui va aller présenter un travail qu'on a fait ensemble la semaine prochaine au Japon. Et donc, oui. Oui, on fait des conférences un peu éloignées. Donc, il y a ma collègue qui va partir en Thaïlande, une qui était aux États-Unis, au Canada. Donc, on fait des conférences et chaque année, les conférences s'organisent dans des pays différents. C'est pour. Incroyable. On ne peut pas les faire juste en Europe. Ça fait venir tout le monde en Europe tout le temps. Donc, chaque année, une conférence est organisée sur un continent différent. Génial. Et dans ces cas-là, en fait, toi, on te propose d'y aller ou comment ça se passe? C'est du tirage au sort? Comment vous organisez? Non, alors en fait, on rédige des articles. Donc, il y a plusieurs auteurs, comme j'ai dit, parce que c'est un travail collaboratif. Donc, il y a le premier auteur, donc c'est la personne qui porte le travail. Et c'est cette personne-là qui va aller présenter le travail à la conférence. Mais si la personne n'est pas disponible, un empêchement, quelque chose comme ça, deuxième auteur peut aller, ou bien troisième, etc. Donc, il n'y a pas d'obligation. Et généralement, c'est le premier auteur qui présente à la conférence. Ok, trop bien. Donc, ça veut dire si par exemple, toi, tu as très envie d'aller en Thaïlande, tu peux négocier aussi pour tenter d'être la personne qui part. Exactement. Trop bien. Donc aussi, on parle de l'étranger, donc forcément, ça amène à ma question. Est-ce qu'il faut savoir parler anglais pour faire ton métier? Oui, alors, il faut parler anglais, mais ça ne demande pas un niveau très poussé. Donc, il faut avoir les bases pour lire et écrire des articles scientifiques, lire la documentation technique, pour coder aussi. Vous savez, en code, on fait des commentaires en anglais. Et après, pour les conférences, oui, parce qu'on présente en anglais, il faut savoir répondre aux questions. Ce n'est pas beaucoup de questions, 3, 4, 5, je ne sais pas. Et après, mener un petit échange, parce que l'objectif des conférences, c'est de parler avec des experts industriels ou bien des scientifiques pour garder la veille technologique, avoir de nouvelles idées, etc. Donc, c'est important de communiquer. Mais voilà, niveau B2, je pense que c'est suffisant. D'accord. Trop bien. Il y a Nina qui te demande, comme vous voyagez pour votre métier, est-ce que vous aimez ces voyages? Oui, alors les voyages pour les conférences, oui, parce que c'est léger, donc on passe la journée à regarder des présentations, parce qu'on va pour présenter, mais aussi pour assister à d'autres présentations. Et après, il y a aussi des programmes dans les conférences. Généralement, il y a un dîner gala, il y a aussi des sorties organisées par la conférence entre tous chercheurs. Puis, on fait des connaissances et on sort avec les personnes de la conférence le soir, etc. Oui, donc c'est cool.
OK, bon ça c'est génial. Donc il y a eu aussi, d'autres questions, qui concernaient notamment, ton parcours en disant: «Est-ce qu'elle a toujours voulu faire ce métier?» et cetera. On va y revenir dans cette slide parcours. Donc tu as fait un lycée général, bac scientifique au Maroc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà ce que tu voulais faire ou pas tant que ça finalement? Non, pas du tout. Donc là, en bac, alors j'ai fait exprès de choisir un bac scientifique option physique-chimie parce que je ne savais pas si enfin, de faire soit la médecine ou bien l'ingénierie. Donc je ne voulais pas aller vers les maths parce que là, c'est direct ingénieur ou bien sciences vie et terre. Voilà. Donc j'ai dit en milieu et après, je vais voir. Donc, mais finalement, j'ai fait l'ingénierie. Donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur, donc toujours au Maroc en génie industriel. C'était une formation polyvalente donc, qui touchait à plein de choses, la gestion de production, de qualité, de maintenance, sécurité, informatique. Donc, c'était un peu très polyvalent pour moi. Donc, c'est pour ça, là, j'ai décidé de me spécialiser. J'ai dit, quoi choisir Je choisis l'optimisation parce que c'est quelque chose dans ma personnalité. Mmh. Et j'aime bien optimiser. Et du coup, j'ai décidé de venir en France pour faire un master de recherche en optimisation. Donc, choisir en recherche parce que je savais que, ou bien je voulais vraiment faire une thèse après. Donc, c'est pour ça j'ai choisi un master de recherche et pas autre master. Et donc, j'ai enchaîné par la thèse dans le même domaine, donc optimisation, ce qu'on appelle aussi recherche opérationnelle. Et en parallèle avec ma thèse, donc j'étais monitrice à l'université, donc c'est-à-dire enseignante, voilà. Donc, je donnais des cours à l'université. Et à la dernière année de ma thèse, j'ai postulé pour un poste d'enseignant-chercheur. Donc, j'avais ce poste-là à temps plein, en parallèle avec ma thèse. Et je suis restée aussi un an après. Donc, c'était un poste intéressant pour moi parce que c'était aussi sur le côté personnel. J'ai appris à plein de choses, à faire des cours parce que durant ma thèse, je donnais juste des travaux pratiques, des travaux dirigés, j'aidais les étudiants dans leurs projets. Mais dans ce poste-là, donc, j'ai commencé à donner des cours, à prendre la responsabilité de certaines unités d'enseignement, donc de faire des sujets d'examen, de corriger. J'ai encadré aussi les étudiants pour trouver des alternances, donc à leur aider comment faire un entretien, rédiger des lettres de motivation, etc. Donc, c'était un poste, pour moi, pour ma carrière, c'était important parce que ça m'a appris à prendre la parole, voilà, à gérer une classe, etc. Et juste après, j'ai fait un poste chercheuse en CDD, donc ça s'appelle postdoc. Je l'ai fait à l'ONERA, c'est l'Office national de recherche aérospatiale. Et j'avais un sujet avec Airbus Defence and Space sur un sujet spatial. Je suis restée un an et à peine commencé la deuxième année, j'ai démissionné pour travailler chez Berger-Leroux. Alors, pourquoi j'ai démissionné? Parce que le sujet était intéressant, les travaux intéressants, mais il y a une chose que je conseille aux doctorants. Si vous voulez faire un postdoc, il faut le faire directement après la thèse, parce que si on travaille, j'étais enseignante, donc c'est moi qui encadrais les étudiants, etc. Et puis de repasser à un poste où, c'est comme étudiant postdoc, donc j'avais des encadrants, voilà, donc j'étais encadrée, donc pour moi, c'était pas facile de l'accepter, donc c'est pour ça, là, j'ai démissionné et je suis partie à Berger-Leroux et là, ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Berger-Leroux en tant qu'ingénieure de recherche. Bah, en tout cas, bravo, quel sacré parcours. Honnêtement, tu t'es super bien accroché, tu as fait plein de choses. J'imagine que là, on apprend plein, enfin, on développe aussi plein de qualités parce que comme tu disais, tu as fait de l'enseignement. L'enseignement, c'est quelque chose quand même, hein. C'est une vraie, c'est très formateur. Donc, pour ça, franchement, bravo. Il y a Alia qui réagissait aussi, qui disait donc il faut avoir beaucoup d'expérience pour être embauché. 3 petits points. Donc, on sentait qu'elle était un petit peu. Ouais. Non, donc là, c'est mon parcours à moi. Donc, on est des ingénieurs de recherche à Berger-Leroux et chacun a son parcours. Donc, il y en a qui ont fait master, un parcours à l'université, licence, master et puis une thèse directe à l'entreprise, ou bien on peut la faire à l'université et directement passer à ingénieur de recherche juste après. Donc, moi, c'était mon parcours comme ça. J'ai fait une partie dans le domaine académique et après, je suis passée au domaine industriel. Parce qu'à la base, je voulais faire enseignante-chercheur. Donc, c'est pour ça, là, je suis restée dans le domaine académique et après, j'ai changé d'avis. Voilà. D'accord, ok. Mais ça, c'est génial. Tu regrettes aucune de tes expériences au final. Non, 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 non.
absolument pas. Trop bien. Alors, il y a pas mal eu la question dans le chat qui te demandait si c'était possible d'avoir une fourchette de salaire pour avoir un peu une idée. Est-ce que ça te dérangerait pas de nous Non, donner non, un du chiffre? tout. Alors, pour les fourchettes, donc, alors je peux donner tout depuis la thèse. Donc, donc quand on est en thèse, donc, comme j'ai dit, on est salarié. Et du coup, le salaire pour un doctorant, ça dépend du financement. Donc, si on fait une thèse à l'université, c'était mon cas, donc c'est le salaire minimum, c'est 1400 net par mois. Et si on fait de l'enseignement, donc on rajoute 400 euros par mois de plus. Après, dans les entreprises, donc, on est mieux payé. Donc là, j'ai des collègues qui font une thèse à Berger-Levaux, et ben, le salaire, ça commence à 1800 net par mois. Et après, dans le domaine académique, donc pour les postes que j'ai fait, donc le poste d'enseignante-chercheuse, donc ça s'appelle ATER ou bien postdoc. Donc là, c'est autour de 2000 à 2300 nets par mois, donc parce que c'est pour des jeunes chercheurs dans le domaine académique. Et après, si on veut aller directement dans l'entreprise, après la thèse, le salaire, je donne en brut, donc l'annuel, c'est 44 000 à l'année, donc pour les jeunes docteurs. Et ça, c'est à partir de janvier 2025. Donc avant, c'était un peu moins. Et donc là, le salaire de base, c'est ça. Donc pour un jeune docteur fraîchement diplômé qui vient d'avoir sa thèse, donc c'est le salaire de base. Ok. Il y a Mina qui pose une question qui est intéressante. Elle dit, est-ce que c'est vrai que le bac au Maroc est extrêmement difficile à avoir? Je ne sais pas parce que j'ai pas eu un bac français pour comparer, mais alors pour moi, je ne sais pas. Donc moi j'étais studieuse, donc je ne sais pas te dire. Donc j'ai eu mon bac avec mention très bien, mais j'étais quelqu'un de très bosseuse, donc voilà. Bravo en tout cas. Bon, on va revenir justement, on va se recentrer sur ton métier et voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins. Donc, tu nous as dit le côté concret et l'interface entre les besoins des clients de l'équipe technologique, développeurs, ingénieurs de recherche, concepteurs fonctionnels, etc. Est-ce que tu veux un petit peu nous commenter ça? Oui, alors ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est le côté concret. Donc, comme j'ai dit, toutes les solutions, tous nos travaux sont intégrés dans des logiciels utilisés par des professionnels au quotidien. Et aussi, tout ce qu'on développe, c'est basé sur les besoins des clients. Donc, on travaille avec des personnes du terrain et pas, on fait de la recherche comme ça. Théorique, voilà. Donc j'aime bien ce côté concret où on a un feedback de tout ce qu'on développe. Donc on valide toujours avec des personnes du terrain. Et pour l'interface, oui, je joue ce rôle dans mon équipe. Donc, je suis l'interface entre les clients et toute l'équipe derrière moi. Donc, moi, j'analyse les besoins des clients et je traduis tout ça par des besoins mathématiques, etc. Mais je communique aussi avec toute l'équipe, avec les développeurs, avec les personnes chargées de l'interface en machine. Donc, je crée des tickets pour dire, voilà ce qu'il faut faire. Le client demande de faire ça. Alors, quand je dis le ticket, c'est une manière d'organisation dans l'entreprise pour demander à des développeurs, par exemple, qu'il faut développer cela, etc. Je travaille aussi avec des ingénieurs de recherche dans d'autres spécialités. Et après, les concepteurs fonctionnels, parce que nous, on développe à la DRIT, en direction de recherche et d'innovation technologique, de nouvelles solutions. Et après, il y a une étape pour les intégrer dans des vrais logiciels. Et donc là, je travaille avec des personnes en interne, mais c'est d'autres services. Donc, voilà, j'adore ce côté interlocutrice de l'équipe. Voilà. Ok, très bien. Alors, on a des questions encore dans le chat. Il y a Wally qui te demande justement, est-ce que tu as déjà eu des contrats de clients qui restent du secret défense, par exemple? Alors, à Berger-Levaux, non, mais quand j'étais à l'ONERA, donc dans mon postdoc, oui. Donc, mon sujet, c'était confidentiel parce que c'était un sujet avec Airbus Defence and Space et je travaillais sur une nouvelle constellation de satellites et le sujet, c'était confidentiel. À Berger-Levaux, alors non, sauf que tous les données qu'on reçoit des clients, bien sûr, il ne faut pas les sortir parce qu'on signe des contrats qu'il ne faut pas, par exemple, présenter les données des clients dans des conférences internationales. Donc, bien sûr, on utilise cela pour les études, mais il ne faut pas les montrer, que ce soit dans l'article ou bien à la présentation à des personnes externes.
Ok, il y a Sébastien aussi qui te demande, c'est quoi une thèse au final? Qu'est-ce qu'on fait dans une thèse? Alors, une thèse, il faut faire de la nouveauté, donc créer quelque chose de nouveau bah, qui n'existe pas. Enfin, c'est pas qui n'existe pas, donc on ne va pas créer quelque chose de science-fiction, mais résoudre par exemple un problème connu, proposer une méthode nouvelle que personne n'a utilisée et qui permet de trouver des solutions euh, bien meilleures que ce qui a été proposé par d'autres personnes. Donc, voilà. Ok. Il y a justement, ça va faire écho avec ce que tu aimes le moins, parce qu'il y a Lucie qui demandait, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans votre métier? Et justement, je viens de voir que dans ce que tu aimes le moins, tu dis pas assez de profils féminins. Qu'est-ce que tu veux dire aux filles justement présentes dans le chat qui peut-être pourraient rejoindre ton métier? Oui, alors c'est ça. Il n'y a pas assez de profils féminins. Donc, quand j'étais en master en recherche opérationnelle, dans mon parcours, j'étais la seule fille de mon parcours. Et même aussi à Berger-Levaux, donc je suis la seule docteure de l'équipe, on a des doctorantes qui vont bientôt soutenir leur thèse et devenir docteurs, mais on reste quand même en minorité. Donc par rapport au nombre total d'ingénieurs de recherche qu'on a à Berger-Levaux. Et c'est vraiment bien dommage parce que ce sont des métiers qui sont passionnants. Il faut juste savoir chercher, tester, se tromper aussi, pourquoi pas, et puis d'apprendre de nos erreurs. Voilà. Donc, Ok, il y a Alia d'ailleurs qui réagit à tout à l'heure vis-à-vis du bac marocain qui dit mention très bien au bac au Maroc, chapeau madame. merci beaucoup. Donc voilà. J'essaie de regarder s'il y a d'autres questions. Ah, il y a Léa qui demande quelles sont les possibilités d'évolution dans le domaine et envisagez-vous d'évoluer dans votre carrière? Alors, les possibilités d'évolution, c'est de prendre des postes de management, par exemple. Donc là, je suis ingénieure de recherche, donc je gère l'équipe, mais sans avoir vraiment ce statut de, de chef de projet, par exemple. Donc l'objectif, les évolutions, c'est devenir manager, gérer une équipe, gérer tout le projet de manière officielle. Voilà. Ok, très bien. Alors, tu nous as partagé aussi clichés et anecdotes. Tu nous as dit c'est un métier très théorique, bien loin de la vraie vie. 3 petits points. Qu'est-ce que tu veux réagir à ça? Oui, parce que beaucoup de gens pensent que ce métier, les ingénieurs de recherche sont enfermés dans leur bureau à faire de la recherche théorique très approfondie, loin de la vraie vie, donc c'est pas pratiqué alors que c'est complètement faux. Donc tous nos travaux sont intégrés dans des logiciels utilisés par des professionnels tous les jours. Donc on communique avec des clients, on résout des problèmes au quotidien. Voilà, donc c'est un métier qui est à la fois technique, utile et très concret. Donc voilà, donc c'est pas juste, on n'est pas que des chercheurs. Donc là, le stéréotype d'Einstein, voilà. On travaille dans un bureau, voilà. Ok, merci de bien le repréciser. Il y a Ilan qui te demande, est-ce que vous avez des projets dont vous êtes très fiers? Oui, parce que c'est le projet sur lequel je travaille. Donc, quand je suis recrutée à Berger-Levaux, donc le projet, c'était un projet pas mature, donc il était juste en croissance, bien d'être développé. Et là, aujourd'hui, il est intégré dans différents logiciels. Et donc, j'en suis fière de ce que j'ai fait avec toute l'équipe. Trop bien. Super. Il y a Wally qui demande, avez-vous une idée pourquoi il y a si peu de femmes dans ce domaine? C'est des stéréotypes. On dit que les maths, c'est pour les garçons, l'informatique aussi, non. On imagine que c'est des garçons qui, voilà. Donc les filles, ça leur fait peur. Alors que non, faut pas attendre d'être parfaite pour aller vers ces domaines-là. Donc, la preuve, c'est que là, voilà, je fais ce métier-là. Donc, j'ai des collègues doctorantes qui font de l'IA générative, donc ChatGPT, etc. Donc, oui, donc c'est un domaine il y a de la place pour tout le monde, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Donc, il ne faut pas avoir peur et il faut oser. Voilà. Il y a Wesley qui te demande aussi, est-ce que vous avez déjà travaillé sur un projet dans l'aéronautique ou l'aérospatiale? Oui, l'aérospatiale, oui. Donc, quand j'étais chercheuse, donc
en faisant postdoc, j'avais un sujet dans le spatial. Donc, alors moi, je travaille toujours sur la planification. Pendant ma thèse, je travaille sur un problème en agronomie. Donc, c'est de planifier la parcelle, enfin, où placer les tomates, est-ce qu'ils préfèrent l'ombre ou bien le soleil, etc. Il faut étudier les interactions entre les racines, tout ça. Donc, c'est un problème en agronomie. Après, je suis passée en spatial, donc toujours dans la planification. Mais cette fois-ci, c'était de planifier des prises de vue, d'images par des clients privilégiés qui vont utiliser les satellites dans cette nouvelle constellation. Donc voilà, oui, j'ai travaillé sur un sujet dans le spatial. C'est trop stylé, je tiens à le dire. Il y a Jessim aussi qui te demande, considérez-vous votre métier comme métier d'avenir? Oui, oui, c'est un métier d'avenir parce que là, la recherche, donc il y a une vague d'intelligence artificielle donc là aujourd'hui, et on s'intéresse plus aux chercheurs parce qu'on veut que utiliser l'IA un peu partout, voilà. Donc moi, je fais de l'IA classique, donc le machine learning, je ne sais pas si ça parle ou pas, mais voilà, donc c'est pas vraiment de l'IA générative qui est très connue, mais ce sont des termes qu'on cherche partout aujourd'hui et que c'est la tendance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un métier de l'avenir, oui, pourquoi pas. Ok, très bien. Je regarde encore s'il y a des questions intéressantes à poser. Il y a Wally qui te redemande, bon, on a déjà vu un petit peu ça, mais bon, je repose. Avez-vous quelques mots simples pour décrire votre poste? Des mots simples. Alors, c'est de la recherche, c'est de l'innovation. Et alors, il n'y a pas que ça, c'est la communication aussi et de l'échange. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. On a appris vraiment à connaître mieux ton métier et notamment ton parcours qui, il faut le repréciser, est quand même assez impressionnant. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux jeunes qui nous regardent? Oui, alors j'ai un mot surtout pour les filles. Donc, comme on a dit, les filles, on n'est pas nombreuses. Comme j'ai dit tout à l'heure et je le redis, donc il ne faut pas attendre à être parfaite pour vous lancer dans le domaine de la recherche, de l'innovation, bien de la tech en général. Donc, il faut oser et il faut oser maintenant. Donc, moi, j'ai besoin de collègues filles. Enfin, j'ai pas beaucoup et on n'est pas nombreuses. Donc, voilà. Donc, Bon, bah, le message en tout cas est passé. Il y a Wally qui te dit merci beaucoup, c'était passionnant. Félicitations pour votre parcours. Lucie aussi qui te remercie. Merci beaucoup de Rania également. Donc ça, super. Bon, bah, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir aussi le chat réagir autant. Et merci beaucoup Sarah pour ton temps et pour ton explication. C'était super clair, même si ce n'est pas des sujets qui sont aussi simples à expliquer. Donc bravo à toi. Il y a Charlize qui dit même je l'adore. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci pour cette opportunité de présenter mon métier qui est, enfin, je ne sais pas si c'est connu, mais je pense que c'est peu connu, surtout quand on est des lycéens. Voilà, donc c'était avec plaisir d'échanger et de parler avec vous. Bah, plaisir partagé. En tout cas, Sarah, on te souhaite que de la réussite pour la suite. Et n'hésite pas à revenir nous parler de ton métier sur MyFuture. On sera très heureux de te compter parmi nous. Voilà. Et puis pour vous, le chat, on va partir dans une petite pause. Je vous redis, on reprend du coup à 11h10. Donc vous avez à peu près 13 minutes de pause pour faire un atelier spécial participatif, l'attitude avec Christopher. Je vous le rappelle. Donc on se dit à tout de suite, à dans 10 minutes. Et puis Sarah, à bientôt, j'espère. À bientôt.